Monsieur Mamadou Massinanké Diallo, si vous voulez bien faire l'appel. Merci, monsieur le maire. Dallier, Philippe. Présent. Anachkov, Yvon. Présent. Katia, Kopi. Présent. Pardon, Kopi, Katia. Sujol, Marc. Gartner, Annick. Sarlat, Patrick. Reynaud, Françoise. Carbonel, Serge. Simonet, Geneviève. Assayac, Sabrina. Simonin, Jackie. Trottet, Chantal. Edinja, Marc. Absent excusé. Mandat, monsieur Marc Sujol. Nonot, Johan. Absent excusé. Mandat, monsieur Yvon Anachkov. Diallo, Mamadou Massinanké. Présent. Lepage, Anne-Marie. Ouette, Thérèse. Bergeau, Martine. Slonsky, Brigitte. Corne, Patricia. Absente excusée. Mandat, madame Chantal Trottet. Martin, Nicolas. Présent. Chabot, Patricia. Conabadi, Xavier. Présent. Prugnot, Mélanie. Absente excusée. Mandat, madame Geneviève Simonet. Lodouette, Catherine. Medzi, Anissa. Absente excusée. Mandat, madame Catherine Lodouette. Jinja, Cédric. Absent excusé. Mandat, monsieur Patrick Sarda. Ganès, Kamel. Il va arriver. Guilois, Astrid. Absente excusée. Mandat, Mamadou Massinanké Diallo. Deslandes, Lionel. Petrella, Julie. Denis, Bernard. Schleck, Jean-François. Calizir, Sandrine. Absente excusée. Mandat, monsieur Bernard Denis. Le Bargeny. Terminé, monsieur le maire. Merci, le quorum est atteint. Nous pouvons valablement délibérer avant d'attaquer l'ordre du jour qui est somme toute assez limité ce soir. Quelques nouvelles d'actualité. Et je commence par la salle Mozart, puisque s'est tenue le 21 janvier dernier la dernière réunion tant attendue, déclenchée par l'expert judiciaire, qui a permis aux différentes parties de vérifier l'état du parquet de la salle, qui n'a pas trop souffert, ce qui est plutôt une bonne chose. Le commissaire, l'expert, nous a donné l'autorisation de lancer les procédures d'appel d'offres pour la remise en état de la salle, donc les services sont dessus. Et il devrait rendre son rapport d'ici, dans le courant du mois de février, au plus tard début mars, ce qui nous permettra alors de passer à l'étape suivante qui sera la discussion avec les compagnies d'assurance et, eh bien, écoutez, éventuellement une procédure judiciaire si jamais nous ne pouvions pas nous mettre d'accord. Voilà, donc il aura fallu, mes chers collègues, plus de 2 ans et demi après le sinistre pour que nous obtenions de l'expert judiciaire l'autorisation de lancer les travaux. Donc j'espère que ceux-ci, suite à l'appel d'offres, pourront être réalisés cet été. Nous aurons ensuite à programmer une grosse commission de sécurité, puisque cette salle Mozart fait partie d'un ensemble très important, que la salle Mozart avait été déclarée condamnée de facto après le sinistre, et que sa réouverture va déclencher le nouveau passage d'une commission de sécurité qu'il faudra donc programmer après la réalisation des travaux. Quelques nouvelles de notre projet de géothermie. Les services de l'État ont enfin rendu le droit de préemption, puisque je vous rappelle que depuis le 31 décembre 2023, et le fait que nous soyons carencés, seul l'État peut exercer le droit de préemption sur un périmètre assez large sur la ville des Pavillons-sous-Bois. Donc les services de l'État, après discussion avec les services de la ville, avec l'EPT, nous ont rendu ce droit de préemption, et c'est l'EPT Grand Paris Grand Est qui a exercé ce droit de préemption, évidemment pas au prix de la déclaration d'intention d'aliéner, puisque le propriétaire aurait trouvé un acquéreur à 6 millions d'euros, alors qu'on est sur une estimation des domaines à 2,5 millions. Vous imaginez l'écart, et donc le droit de préemption va s'exercer au prix des domaines. Va s'en suivre derrière une procédure qui pourrait être relativement longue, mais en parallèle, et là aussi les choses ont bien avancé avec les services de l'État et l'EPT Grand Paris Grand Est, nous allons pouvoir déposer la déclaration d'utilité publique sur un projet d'aménagement sur la parcelle, et même la parcelle voisine qui appartient à la ville de Paris, je vous en avais déjà parlé, qui nous permettra de développer le projet de géothermie, de construire un nouvel équipement sportif, et au bout du compte, d'aménager un espace vert qui débouchera sur le canal
Et je rappelle que nous travaillons avec les services de la ville de Paris pour terminer l'aménagement des berges jusqu'aux limites de Bondy. Les travaux Place Carmontel, après la venue au mois de décembre dernier du président du conseil départemental et de la présidente de la région qui ont signé un accord au pavillon sous-bois, accord qui fait que la région finance en partie le coût de ces travaux d'aménagement de la place. Eh bien, les travaux ont repris, ils avaient été stoppés à la fin de l'année dernière. Normalement, ils devraient s'achever à l'été prochain. Et je ne sais pas si vous en avez mémoire, mais alors c'était bien avant la crise du Covid, donc ça commence à remonter très loin et avec une explosion de l'inflation entre-temps, mais nous avions estimé, avant que l'architecte des bâtiments de France n'impose encore quelques contraintes, à 800 000 € le coût des travaux. Le département les a repris avec un budget d'1,2 million. Il vient d'augmenter l'enveloppe à 1 500 000 €, complètement à la charge du département de la Seine-Saint-Denis. S'est tenue vendredi dernier une réunion avec la directrice départementale de l'Agence régionale de santé pour faire avancer notre dossier de maison de santé pluridisciplinaire à la Fourche. Donc nous avons plaidé la cause notamment du cabinet d'imagerie médicale, puisque pour ce qui est de la maison pluridisciplinaire de santé, il n'y a pas de difficulté particulière. Les subventions, je ne vais pas dire qu'elles sont de droit pour les médecins, mais en tous les cas, c'est vers cela que pousse l'ARS, donc ça ne doit pas poser de difficulté. La vraie discussion, c'est effectivement obtenir l'accord de l'ouverture du cabinet médical. Donc nous avons vu la directrice départementale de l'ARS pour plaider le dossier, sachant que c'est une autre commission qui accorde ces autorisations. Nous venons de déposer sur le bureau du Conseil régional d'Île-de-France un dossier pour signer un contrat d'aménagement régional qui doit nous permettre, avant le mois de juin, il y a une commission permanente de la région en mars, il y en aura une autre en juin, nous avons déposé une demande de subvention qui devrait nous permettre de financer à hauteur de 1 million € le projet de centre loisirs et celui de la tour Athéna. Et puis, nous avons tenu le 7 janvier dernier, avec la société publique locale Sequano et la métropole du Grand Paris, une nouvelle réunion pour préciser les contours de l'opération de réhabilitation des commerces à la Bazoche. Et là aussi, nous déposerons un dossier de demande de subvention dans les prochaines semaines, avec la possibilité d'obtenir 800 000 € de subvention sur cette opération. Je vous l'avais déjà dit, mais c'est confirmé. Et peut-être, potentiellement, une deuxième tranche de 800 000 € 2 années plus tard, en fonction du phasage de l'opération. Donc là aussi, ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Voilà pour la revue d'actualité. Je vous propose de passer à l'ordre du jour. Vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 4 novembre. Est-ce que vous avez des remarques? Pas de remarques, je mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? 2 contre, 3 contre, allons-y. Adopté. La délibération numéro 1, la déclaration préalable pour la réalisation des travaux d'aménagement de la tour Athéna au 20 allée Kalmanovic, et c'est Patrick Sarlat qui nous en parle. Merci Monsieur le maire. Donc suite à la commission de travaux, j'ai expliqué tout cela, il s'agit donc de permettre à Monsieur le maire de faire toute une déclaration possible en fonction du code d'urbanisme pour réaliser les travaux de cette tour que l'on a acquis le 24 mai et dont on a estimé les travaux à 1,4 million. Voilà. Pour utiliser comme pour regrouper les services municipaux et avoir un accès plus facile pour la population. Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Denis? Oui, j'avais une question sur le coût, mais vous venez de dire 1,4 million. Bon, après, je pense que ça sera affiné avec la commission d'appel d'offres, etc. Mais je voulais savoir un peu la nature des travaux qui entrent dans ces 1,4 million. On en parlera au budget, mais vous avez la nécessité d'installer un deuxième escalier, parce qu'aujourd'hui il y en a un, il en faut un second, et puis il y aura les travaux de rénovation énergétique qui vont nous permettre de remplacer la totalité
de la façade de ce bâtiment. Voilà, donc je rappelle que alors, ce bâtiment fait 990 mètres carrés, oui, enfin 1000 mètres carrés utiles, donc nous aurons, comme pour les autres bâtiments, l'obligation de réduire les consommations d'énergie, donc nous allons le faire par phase, mais en commençant par cette première phase. Voilà. Et je rappellerai que non seulement nous allons pouvoir regrouper les services de la ville, mais rendre réalisable le projet de la Bazoche, puisqu'il faut bien déplacer la maison de l'emploi, que nous allons regrouper le service des soins à domicile et le service de maintien à domicile et le CCAS, qui sont aujourd'hui complètement dispersés. La relocalisation du CS nous permet de travailler sur un projet de maison de l'assistante maternelle, sur lequel les études sont en cours. Donc il sera installé à l'île Bragance dans les locaux qui sont aujourd'hui utilisés par le maintien à domicile. Et que plus tard, on en rediscutera, mais se présentera l'opportunité d'utiliser les locaux à l'île Bragance qui sont aujourd'hui utilisés par le SIAD. Et puisque nous n'avons pas d'équipement public dans cette partie de la ville et que nous entendons y développer des activités autour de la politique de la ville, nous aurons sans frais, quelques frais d'aménagement, mais nous aurons à proximité de ce QPV, qui est le plus important, nous aurons des locaux que nous pourrons utiliser. Voilà, donc l'acquisition de la tour Athéna, voyez-vous, je sais bien que tout est toujours critiquable, mais non seulement on aura acquis un bâtiment de 1000 m² au prix d'1,5 million, ce qui est effectivement très peu, et même si nous y mettons 1,5 million de travaux avec 500 000 € de subventions de la région et peut-être d'autres, puisque sur la rénovation énergétique, nous allons voir effectivement si nous pouvons avoir d'autres subventions, nous aurons au bout du compte réalisé un projet, j'allais dire, à tiroir. Donc, regrouper les services qui travaillent ensemble, c'est une nécessité. Libérer de la place ici en mairie, c'est une autre nécessité, parce que la mairie est pleine comme un œuf, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, comme il y a, et nous allons libérer effectivement des locaux que nous réutiliserons sans frais, sans avoir besoin d'en acquérir de nouveaux. Et puis, il y a toujours l'idée qui est sur la table avec le département de la Seine-Saint-Denis pour créer un pôle beaucoup plus large autour d'un pôle social ou médico-social beaucoup plus large. Donc voilà, tout ce qu'il y a derrière ce projet, sans compter que ces locaux sont en face des services techniques, qu'il va pouvoir effectivement y avoir une synergie en matière de stockage des véhicules, de tout ce que nous avons à stocker, et même des bureaux, des personnels, des services techniques. Voilà. Donc c'est effectivement une opportunité que nous avons saisie, et je pense que c'était une bonne idée. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas. Qui vote pour? Merci. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Adopté. Alors, nous avons ensuite 2 conventions. Je vais les présenter toutes les deux, puisque je ne doute pas que vous les avez lues avec attention. Il s'agit effectivement de la nouvelle organisation autour de l'accès au logement, de la gestion des demandes. Alors, précédemment, c'était une compétence communale et uniquement communale. Tout cela a été transféré et partagé avec le PT-GPGE, et c'est donc le PT-GPGE qui fixe le cadre dans lequel, effectivement, les personnes qui recherchent un logement peuvent être accueillies, prises en considération, et comment leur demande doit être traitée. Alors c'est un travail très lourd qui a été conduit, un travail administratif très lourd, je vais le dire comme ça, parce qu'avec en partenariat tous les bailleurs sociaux, les services de l'État, et il en résulte donc des conventions que le conseil municipal doit approuver. Je le dis parce que tout cela ne crée pas un logement disponible de plus. Voilà, je vais le dire comme ça. Jamais personne n'est venu me voir en mairie pour me demander comment les choses étaient organisées d'un point de vue administratif. Tout ça est d'une lourdeur quand même assez conséquente. Mais enfin, il faut bien se conformer à la loi telle qu'elle a été adoptée, et c'est ce que nous faisons ici en signant ces conventions. Oui, j'aurais pu d'ailleurs rajouter qu'en matière de droit d'attribution, tout a été complètement bouleversé, puisqu'avant, nous avions des appartements clairement identifiés comme étant des appartements réservés par la ville au moment de la construction, que lorsque ces appartements se libéraient,
Il nous était remis à disposition pour présentation de dossier. Tout ça est terminé. Maintenant, on est sur une gestion en flux. Donc, les bailleurs sociaux sont censés, au cours de l'année, nous remettre à disposition un pourcentage des logements qu'ils ont en flux. Ce qui fait que nous sommes bien dans l'incapacité, au cours de l'année même, de comprendre ce qui se passe. C'est seulement en année N+1 qu'on fera les comptes et qu'on verra si on nous a remis à disposition le pourcentage qui correspond aux appartements que nous avions financés à l'origine. Voilà. Tout ça est d'une très très grande complexité administrative. Bon, on peut douter que ça améliore en quoi que ce soit le traitement des dossiers, et en tous les cas, ça n'accélérera pas les taux de rotation qui sont devenus extrêmement faibles depuis la crise du logement, qui s'est déclenchée avec la crise de l'immobilier et les taux d'intérêt il y a maintenant 2 ou 3 ans. Est-ce que vous avez des questions sur ces 2 délibérations? Madame Lebar. Merci, Monsieur le maire. Une seule précision sur le SIAD. Si j'ai bien compris, à partir de maintenant, et c'était peut-être le cas avant, mais il ne me semble pas, c'est les mairies, qui, à part celle de Villemomble, qui instruisent les dossiers de demande de logement. Et ça a toujours été le cas. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui se passe à Villemomble, je suis bien à peine de vous répondre pour tout dire. C'est parce qu'ils n'ont pas de service logement, donc ils ont un cas à part. C'est ce que j'ai lu dans la convention, en tout cas. Écoutez, je ne me suis pas penché sur le cas de Villemomble. En tous les cas, il y a toujours eu un service logement ici, de temps immémoriaux. C'est ce service logement qui est l'interlocuteur direct de 99,99% des demandeurs de logement. Alors, sachant néanmoins qu'il y a une différence par rapport à ce qu'il se faisait il y a quelques années, c'est qu'aujourd'hui, il y a un fichier unique au niveau national et les gens peuvent s'enregistrer en ligne. Donc pour les gens qui ont, je ne veux pas dire les plus débrouillards, mais enfin qui savent effectivement comprendre assez facilement comment il faut faire, ils peuvent faire leur démarche en ligne. Même maintenant, même pour ceux qui font leur démarche en ligne, quand il faut leur expliquer ce que c'est que le DALO, comment s'y prendre, etc., etc., certains sont accompagnés parfois par une assistante sociale, mais beaucoup viennent au service logement ici. Et ça ne change pas. En fait, le PT, lui, il est plutôt en charge de la mise en œuvre de toute la réglementation qui a changé. Voilà. Et il a fallu conventionner avec tous les bailleurs sociaux, tout ça dans le cadre d'une convention qui est portée par le PT. Mais ça a été un choix au moment de la création de la métropole et au moment des lois logement qui ont suivi. Voilà. C'est pour ça que j'ai envie de dire qu'au bout du compte, pour ceux qui attendent un logement, tout ça ne change pas grand-chose. Pour eux, l'interlocuteur est toujours ici. Et heureusement d'ailleurs, parce que s'il fallait les renvoyer, je ne sais où, à l'EPT et à Noisy-le-Grand, je pense que beaucoup... on aurait beaucoup de plaintes dans ce domaine. Donc en fait, rien ne change sur le terrain, si ce n'est que la manière de gérer la rotation des logements, etc., on va aller aussi vers l'obligation de mettre en place une procédure de cotation des dossiers. Enfin, tout ça va devenir d'une lourdeur absolument épouvantable. Voilà, mais là-dessus, franchement, nous n'avons, j'ai envie de vous dire, aucune marge de manœuvre, quoi. C'est la mécanique telle qu'il résulte de la loi et il faut bien l'appliquer. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je n'en vois pas. Qui vote pour ces 2 délibérations, à moins que vous voyez tout le monde pour les 2 ? Adopté. Alors, la délibération numéro 4, une subvention exceptionnelle à la Fondation de France pour aider les populations sinistrées à Mayotte. Bon, c'est ce que nous faisons traditionnellement en cas de catastrophe naturelle. Donc nous vous proposons une subvention de 4 000 € que la Fondation de France utilisera. C'est le choix que nous faisons toujours, parce qu'il nous semble le plus simple. La Fondation de France est une maison sérieuse, et donc, plutôt que de rechercher tel ou tel interlocuteur, ça nous semble être la meilleure solution. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Qui vote pour ? Adopté. La délibération numéro 5, Yoann Nonotte aurait dû la rapporter, mais il est au fond de son lit, la grippe traîne. Et donc il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'association Les Skieurs d'élite Molki Club Les Pavillons sous Bois,
qui va organiser, alors si certains ne savent pas ce qu'est le molki, bon, c'est un jeu de quilles, mais pas un jeu de plage, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus normalisé, et c'est un sport avec de nombreux adeptes. Et donc le club des pavillons sous bois organise les championnats de France et de Belgique interclub. En 2025, a sollicité une subvention exceptionnelle de 500 € que nous allons leur accorder pour un événement exceptionnel. Est-ce que vous avez des questions? Tout le monde s'inscrit au club de Molki la semaine prochaine. Qui vote pour? Pardon. Adopté. Alors ensuite, un protocole transactionnel portant sur l'indemnisation des travaux exécutés par la société SIED dans le cadre du marché, etc., etc. C'était le chantier de la nouvelle école Jean Massé. Et c'est Patrick Sarlat qui nous en parle. Merci, monsieur le maire. Oui, donc il s'agit de payer des travaux supplémentaires qui avaient été omis dans un précédent avenant à la société CFD SAS, principalement de l'électricité. Et donc, pour 13 000 €, nous proposons cette transaction. Voilà, une transaction ou un mauvais procès, c'est comme vous voulez. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On les envoie, qui vote pour? Adopté. Alors ensuite, mandat donné au CG de la Petite Couronne pour l'engagement d'une consultation en vue de la conclusion d'un contrat de groupe d'assurance des risques statutaires. Je ne sais plus si je l'avais dit lors de la précédente séance, mais entre Noël et le jour de l'an, il a fallu que je décide si oui ou non la ville continuait à s'assurer contre les dommages aux biens, puisque nous avions été résiliés et nous avons lancé un appel d'offres et nous avons eu une réponse avec un coût de la prime d'assurance pour les dommages aux biens qui a été multiplié par 2,5, pas loin de 3. Voilà. Il nous est arrivé la même chose sur les véhicules. Alors, sur les véhicules, on n'a pas le choix. Bien évidemment, il faut s'assurer. Sur les dommages aux biens, certaines collectivités décident d'être leur propre assureur. Bon, je n'ai pas voulu prendre ce risque-là. Ce qui est certain, c'est que nous sommes repartis avec un nouveau contrat. Nous verrons dans le cours de l'année si nous relançons un appel d'offres, puisque par ricochet, le sinistre de la salle Mozart nous a pénalisés par-dessus le marché. Puisque quand, effectivement, vous résiliez ou vous êtes résilié, on vous envoie un relevé de sinistre avec vos sinistres, et dans le relevé de sinistre de la ville des Pavillons sous bois en 2024, figurait une provision pour risque de la part de l'ASMAC de 160 000 €. Ce qui est quand même un comble, puisque l'ASMAC refuse de nous couvrir, mais elle a provisionné 160 000 € qu'elle a mis dans notre sinistralité, ce qui nous pénalise absolument, puisque le rapport prime à sinistre a explosé, puisque bien évidemment, ce qu'elle est censée nous rembourser, en théorie, est bien supérieur à 1 année ou 2 années, et même 3, 4, 5 années de cotisation. Et donc repartir à l'appel d'offres avec ça, c'était quand même partir, courir le 100 mètres avec un boulet au pied. Alors, voilà, donc j'ai décidé de re-signer parce que j'ai pas envie de jouer à la loterie, il suffirait qu'on ait un gros sinistre avec un gros montant de travaux à la clé. Bon, on repart pour 1 an et nous verrons. Alors, je vous dis tout cela parce que, effectivement, il y a aussi le contrat d'assurance des risques statutaires pour qui couvre la ville pour un certain nombre de choses. Le CIG nous a proposé à l'ensemble des communes de lancer effectivement un appel d'offres groupé. Nous saisissons l'occasion, nous verrons le résultat de l'appel d'offres du CIG et nous déciderons soit de nous y raccrocher, il n'y a pas d'obligation, soit de relancer notre propre procédure. Alors j'ose espérer que sur ce contrat-là, nous ne commettrons pas les mêmes déboires que sur la flotte automobile ainsi que sur les bâtiments publics. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Qui vote pour? Adopté. Je vous remercie. La délibération numéro 8. Alors, création d'emplois et mise à jour du tableau des emplois et des effectifs. Alors, d'abord, en nombre de postes, c'est du 1 pour 1. En fait, un agent de la ville est parti en mutation au sein du service des ressources humaines. Et comme à chaque fois que ça se produit, bien évidemment, c'est moins le cas lorsqu'on a affaire à des agents de catégorie C, et quand on est sur l'encadrement, quand on a un départ, on se réinterroge d'abord pour savoir si on a des compétences en interne pour remplacer la personne qui part, et on se pose aussi la question parfois de réorganiser les choses dans le service.
Donc c'est cette option-là qu'on a choisie avec la promotion d'un agent qui est là depuis de nombreuses années, qui va assumer une partie des tâches de celui qui est parti, et puis on propose donc qui en découle une réorganisation du service. Voilà, donc on est sur du 1 pour 1, on n'est pas dans la création nette d'emplois, on est sur de la réorganisation. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Qui vote pour? Pardon? Non, pas de questions? Non, alors qui vote pour? Pardon? Non, c'est Yvon qui me perturbait. Ah oui, pardon. Je croyais qu'il voulait dire. Donc qui vote contre ou qui s'abstient? 3 abstentions, adopté. Alors, la dernière délibération. Il s'agit du bilan du plan d'action égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Le bilan de la période 2021-2024 et le plan d'action pour la période 2025-2027. Alors, je rappellerai d'abord, sans mes notes d'ailleurs, mais je rappellerai d'abord que on est là face à une obligation légale. Si la ville n'avait pas mis en œuvre ce dispositif, et si nous n'avions pas de plan d'action, de bilan et de rapport que nous verrons au moment du ROB, la pénalité encourue par la ville se monte à 1% de la masse salariale, ce qui représenterait à peu près 210 000 euros. Donc il est bien évident que toutes les villes ont mis en place ce type d'action. Qu'est-ce qu'il y a dans le plan? Je vais à la fois parler de ce que nous avons fait dans la période qui vient de se terminer, ce que nous allons faire dans la période qui s'ouvre, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ligne à ligne, j'espère que vous y êtes reportés. En fait, l'idée n'est pas seulement, parce que c'est ce qu'on pourrait croire, de mettre en place des mesures pour s'assurer que nous avons autant de femmes que d'hommes sur des niveaux de responsabilité ou dans certains types de métiers. Bien évidemment que, mais c'est moins le cas au pavillon sous bois, puisque je rappelle que le taux de féminisation est d'à peu près 70%. Alors bien évidemment, il y a des différences en fonction des services, mais si vous regardez l'encadrement au sein de la collectivité, il est également très féminisé, et donc on est très largement au-delà des 50-60%. Donc on aurait presque envie de se dire que ça n'est pas le sujet ici et qu'on n'aurait rien à faire. Mais pas du tout. L'idée dans ces plans d'action, c'est aussi de mettre en place un certain nombre de mesures qui vont, par exemple, permettre aux femmes de mieux comprendre ce qui peut se passer dans le cadre de leur déroulé de carrière, si effectivement elles ont des absences pour maternité, etc. Qu'est-ce qui peut en découler au niveau de la retraite? Comment essayer de faire en sorte de conjuguer le mieux possible vie professionnelle et vie familiale? Ce sont toutes ces actions qu'on nous demande aussi de mettre en place. Donc ça contribue d'ailleurs à une meilleure égalité entre les hommes et les femmes, puisqu'il n'y a pas de raison que les femmes soient pénalisées dans leur déroulé de carrière parce qu'elles auraient un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Donc ce sont des mesures qui concernent bien évidemment la direction des relations humaines, qui doit mettre en place un certain nombre d'actions pour accompagner les agents et les informer le mieux possible pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises au moment de la retraite, puisque parfois on fait des choix qui sont des choix de vie, en s'arrêtant, en passant à mi-temps, etc. Mais tout ça a des conséquences en bout de ligne. Et c'est vrai qu'il vaut mieux en avoir conscience au moment où la décision est prise, plutôt que de s'apercevoir à 62, 63 ou 64 ans qu'il manque beaucoup de trimestres pour avoir une retraite à taux plein. Donc donc ce ne sont pas que des actions qui visent directement l'égalité entre les hommes et les femmes, mais ce sont aussi tout un tas d'actions de communication qui visent à faire en sorte que les femmes notamment soient tout à fait informées des conséquences des décisions qu'elles peuvent prendre, et puis de tous les mécanismes qui existent pour les accompagner dans ce domaine-là. Alors, il y a aussi des opérations de communication. Je vais vous en donner un exemple. On en a discuté avec le service de la ville. Là, on est plus dans l'égalité homme-femme au sens strict du terme. C'est vrai qu'il y a des métiers qui sont très féminisés. Les aides à domicile, c'est très féminin. Vous avez les métiers qui sont très masculins, comme la propreté de la ville. Et pour autant, il y a parfois des femmes qui travaillent au service propreté, et puis l'inverse peut être vrai dans d'autres services. Donc l'idée, c'est aussi de mettre un peu en avant-valeur dans le magazine municipal
des hommes ou des femmes qui exercent des métiers qui ne sont pas forcément des métiers dans lesquels on les attendrait. Il y a aussi un travail de réflexion sur tout ce que nous faisons dans nos écoles. Alors je ne parle pas du tout de pédagogie, mais on parle de l'aménagement des cours de récréation ou des espaces de jeu à l'extérieur pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de prédominance donnée à un sexe sur l'autre. Enfin, etc., etc. Donc, vous retrouvez tout cela. Il y a 26 ou 26 actions qui avaient été proposées dans le premier plan. Toutes n'ont pas donné des résultats encore exceptionnels. Elles seront prolongées. Et donc, vous avez, pour la période 2025-2027, soit des modifications de ces actions, soit une nouvelle action dont la plus emblématique sera que je vais désigner une élue référente en matière d'égalité hommes-femmes. Ça ne relève pas ni d'un vote du conseil municipal, ce n'est pas ni d'une décision, hein, c'est pas une délégation, mais Annie Gartner a accepté de prendre cette mission, et c'est donc elle qui va être la référente sur ces sujets au sein du conseil municipal et de la ville plus généralement, et qui pourra donc être aussi l'interlocutrice de celles et ceux qui pourraient avoir des questions sur ces sujets. Voilà, je préférerais répondre à des questions si vous en avez, plutôt que de continuer à discourir. Non? Tout ça vous semble clair? En tous les cas, le rapport est détaillé, aussi bien pour le bilan que pour les actions. Donc, il y a un vrai travail qui a été fait par le service des relations humaines dans ce domaine. Oui, il faut le dire. Je le redis d'ailleurs souvent sur les DRH parce qu'il y a des services qui bossent, mais ça ne transparaît pas pour le public, ni forcément pour les élus. C'est vrai, la DRH, on pourrait parler de l'informatique aussi, vu qu'on est en train de faire de gros efforts en matière de modernisation de nos systèmes, tout ça ne se voit pas. Alors, on le voit au moment du budget, parce qu'il y a souvent des crédits qui sont inscrits, mais pour autant, ça ne transparaît pas, et donc il y a un certain nombre de services comme ceux-là qui font du boulot. Les autres également, je pense, évidemment. Si vous n'avez pas de questions, non. Donc je mets aux voix cette délibération, qui l'approuve. Je vous remercie, adopté. Alors, pour terminer, j'avais deux questions diverses. La première, quels sont les motifs de la géolocalisation des véhicules municipaux? Quel est le coût de cette mesure? Les motifs, je ne voudrais pas enfoncer une porte ouverte, mais je pense qu'il est bon que nous sachions à tout moment où sont les véhicules de la ville. Je ne vais pas faire référence à des incidents passés, on ne va pas débattre de ça ici, mais il est bon de savoir où sont les véhicules qui sont, la plupart du temps, des véhicules de service, puisque de véhicules de fonction, en tous les cas, moi j'en ai plus. Qui a un véhicule de fonction? Si, la direction, la directrice générale des services. Tous les autres ont des véhicules de service, et ces véhicules de service n'ont pas à se promener n'importe où, n'importe quand. C'est tout. Et ça, je pense que, avec parfois des conséquences qui pourraient être lourdes du point de vue des assurances, si on s'apercevait, mais c'est rare qu'un véhicule, effectivement, se trouve je ne sais où, à je ne sais quelle heure, et n'a rien à y faire. Voilà. Donc ces cas-là, nous les avons connus, et donc je pense qu'à un moment donné, il faut bien se dire, on va mettre des garde-fous qui vont effectivement nous permettre de mieux contrôler les choses. Mais par ailleurs, ça ne servira pas qu'à ça. Je vais vous donner un exemple tout bête. On va doter les balayeuses de la voirie de ce système, ce qui nous permettra d'avoir la garantie que toutes les rues sont faites. Ça intéresse beaucoup Sabrina Sayang, qui va nous donner la garantie que toutes les rues ont été faites dans l'ordre, ou en tous les cas les jours où elles doivent le faire. Et lorsqu'on nous dira la balayeuse n'est pas passée tel jour, vous savez, parfois on entend je vois jamais la balayeuse, elle n'est pas passée, etc. Ça nous permettra aussi d'avoir des informations de ce genre-là. Il est intéressant de savoir à tout moment où sont les véhicules de la police municipale quand il y a des problèmes, etc. etc. Voilà. Donc, l'immense majorité des entreprises et bientôt l'immense majorité des collectivités locales se dotent de systèmes comme celui-là qui ont beaucoup d'avantages. Voilà. Donc, ça coûte 11 300 € à l'année. J'aime autant vous dire que je pense que le retour sur investissement sera assez rapide. Parce qu'en général, tout
tous ceux qui ont mis en place ce genre de dispositif s'aperçoivent que le nombre de kilométrages diminue et que la consommation également. Donc je ne suis pas très inquiet, et puis même, parce que ça n'est pas le seul but, même si, en plus de cela, nous aurons des outils qui nous permettront de mieux piloter un certain nombre de choses. Voilà. Et il y avait une deuxième question, mais je pense qu'elle est liée au fait qu'il manquait un mot dans la décision, puisque on m'interroge sur ce qu'était l'acquisition d'un suivi de la masse salariale. C'est l'acquisition d'un logiciel de suivi de la masse salariale. Voilà, donc jusqu'à présent, l'outil que nous utilisons n'avait pas ce module, et donc Madame la directrice générale des services, tous les ans, à l'aide de nombreuses feuilles Excel, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec Excel, même gérer le budget de la ville, eh bien, calculait une projection de la masse salariale pour l'année qui vient. On est en plein dedans pour 2025. C'est quelque chose de très très lourd quand vous n'avez pas d'outils qui permettent d'aller extraire les données qui sont dans la base de données de gestion du personnel. Donc là, il y a un module que nous pouvons acheter qui va nous permettre effectivement de faire ce travail beaucoup plus simplement. Je n'ose pas dire beaucoup plus précisément parce que honnêtement, dans les années passées, on n'a jamais eu d'accident sur la prévision budgétaire en matière de masse salariale. Enfin, je vous rappelle que sur 21 millions d'euros, se tromper de 5%, c'est trouver 1 million d'euros en fin d'année. 5%, c'est pas grand-chose sur le nombre d'agents de la ville, avec toutes les incertitudes qui existent en début d'année. Donc c'est vrai que, même si nous n'avons jamais connu de difficulté de ce point de vue-là, pour autant, je pense que cet outil sera très utile pour les services. Voilà. Eh bien écoutez, je n'ai plus rien à vous dire, donc je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous début mars pour le débat d'orientation budgétaire, c'est le 10 ou le 5, je ne me rappelle plus. Le 10 mars pour le débat d'orientation budgétaire, et fin mars, 15 jours plus tard pour le vote du budget, le 24. Chacun comprendra qu'on a retardé l'organisation du débat d'orientation budgétaire, parce que, faute de savoir s'il y aurait un budget dans ce pays, et surtout quel serait l'impact du budget sur la collectivité, organiser le débat en janvier ou début février complètement dans l'inconnu, ça nous semblait du temps perdu. Donc il semble qu'un budget devrait être adopté dans la semaine, on croise les doigts pour la France en tous les cas, indépendamment de son contenu, et donc ça nous permettra d'avoir un débat le 10 mars sur les perspectives budgétaires pour la ville. Voilà, merci, bonne soirée.